je suis très heureux de retrouver beaucoup d'entre vous qui êtes des fidèles de l'éducation nationale. Si vous êtes présents ici, c'est bien que vous êtes engagés avec passion dans la maison éducation nationale, souvent depuis très longtemps. Et rien que ce point-là doit être salué avec beaucoup de force. Je salue évidemment la secrétaire générale du ministère, les recteurs et les rectrices que je remercie d'être présents, parce que c'est, comme vous l'avez très bien dit, le signal de cette complémentarité, de cette reconnaissance aussi. Mesdames et messieurs aussi, les présidents d'université, les inspecteurs généraux, bien sûr, et puis monsieur le délégué général de la médiation, qui représente le défenseur des droits, ainsi que, bien sûr, tous les médiateurs et médiatrices. Vous êtes 54, je crois, aujourd'hui, en comptant les prédécesseurs, depuis 1998. Et puis, bien sûr, mesdames et messieurs, les professeurs, mesdames, messieurs, cher Michel Viviorca aussi, que j'ai eu plaisir à voir et à saluer, cher Albert-Claude Benamou, merci aussi à toutes les personnalités qui ont accepté de s'associer à cet événement auquel j'attache beaucoup d'importance, et c'est pour ça que j'ai répondu évidemment très positivement à votre invitation, même si c'est vrai que c'est un jour un peu chargé, et même un jour un peu particulier, disons-le. Je le dis tout de suite, il n'y aura pas de révélation dans mon discours, mais je vous demande de rester quand même. Il y a évidemment une très grande importance dans la fonction de médiation. Et à mes yeux, elle est révélatrice d'éléments très importants de l'éducation nationale. Le fait qu'elle dure, le fait qu'elle commence à s'inscrire dans le temps est très important, puisque c'est par un décret de 1998, comme ça a été évidemment rappelé fortement aujourd'hui, que la médiation a vu le jour. C'est donc une institution que les moins de 20 ans peuvent connaître et qui permet aujourd'hui d'inscrire dans le paysage de l'éducation nationale une institution qui non seulement rend des services directs, mais aussi envoie un message indirect. Et je voudrais commencer par ce message indirect parce qu'il dit beaucoup sur notre maison. D'abord, c'est un message qu'on pourrait qualifier de juridique, et ensuite c'est un message anthropologique. C'est un message juridique parce qu'au travers de la médiation, il y a la révélation de la nature tout à fait particulière de l'éducation nationale sur le plan juridique. Et cette nature particulière est précieuse. Une société qui n'est pas une société de confiance se judiciarise. Et nous connaissons dans le monde des pays qui sont plus judiciarisés que le nôtre, précisément parce qu'ils ne se sont pas bâtis sur le même contrat social, sur le même socle de confiance que notre pays. Mais en même temps, nous constatons que notre pays, comme beaucoup d'autres pays, et presque tous les pays du monde, se judiciarise de plus en plus. Et ce phénomène est évidemment un révélateur, parfois inquiétant, de ce manque de confiance, d'une certaine forme de formalisation, souvent contentieuse, des rapports humains, qui n'est pas forcément notre idéal humain. Et il est donc très intéressant de constater que l'éducation nationale, tout au long de son histoire, n'est pas restée à l'écart du droit. Ce serait évidemment une approche au premier degré que de constater qu'elle serait en dehors du droit. Mais elle a développé son droit particulier. Ça se voit au titre de la hiérarchie des normes. J'ai souvent un amusement à constater que les règles les plus importantes sur le fond ne sont pas celles qui sont les plus importantes dans la forme, et que très souvent, telle circulaire a en réalité, ce propos n'est pas officiel, plus d'importance qu'un décret, lequel peut avoir plus d'importance qu'une loi. Je n'irai pas jusqu'à dire que certaines lois ont plus d'importance que ce qui est écrit en matière d'éducation dans la Constitution, mais on voit bien que ce n'est pas la même hiérarchie des normes que pour d'autres sujets. Et puis ça se voit aussi dans le fait que le respect du droit, le respect des règles ne passe pas la plupart du temps par des approches contentieuses. Et à chaque fois que c'est le cas, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, le signe d'un échec, même si c'est parfois tout à fait nécessaire. Et de ce point de vue-là, il est évident que l'installation d'une médiation spécifique pour l'éducation nationale a été une très grande valeur ajoutée, parce que c'est tout simplement l'installation d'une institution de confiance, j'y reviendrai largement, institution de confiance qui n'a pas pour but principal d'éviter le contentieux, ce n'est pas un but en soi, mais de fait, elle permet probablement d'en éviter beaucoup, et c'est effectivement quelque chose de bénéfique. Et puis, et c'est très relié, la médiation nous envoie un message anthropologique qui est aussi décisif pour l'éducation nationale, c'est-à-dire un message d'optimisme sur l'être humain. Quand on regarde une cour de récréation, on n'est pas toujours optimiste sur l'être humain. Il peut y avoir des phénomènes qui nous inquiètent. Pour autant, si on la regarde de près, cet optimisme revient. Et il revient tout simplement parce qu'il y a une capacité de la personne humaine, une capacité de l'être humain, justement, à prendre le point de vue de l'autre. Et cette capacité se voit évidemment particulièrement dans le cas de la médiation.
Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir insisté sur un sujet qui m'est cher depuis bien longtemps et qui est cher à beaucoup d'entre vous et à bien des acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui, et qui est celui de la médiation des enfants entre eux, parce que je crois évidemment aux effets d'exemplarité, et je pense que si on a une institution adulte de médiation forte, à l'échelle de l'établissement comme à l'échelle académique ou à l'échelle nationale, évidemment c'est un message direct et indirect qui est envoyé aux enfants, et ceci passe ensuite par des méthodes concrètes, passe par des approches éducatives précises qui doivent nous permettre de développer la médiation en milieu scolaire. Et c'est évidemment quelque chose de très positif. Je rappelle souvent que les sciences cognitives nous envoient un message optimiste convergent avec ce que je viens de dire, puisqu'elles nous disent à quel point le potentiel d'empathie, et donc de capacité à se mettre à la place de l'autre, de l'enfant, est très fort dès le plus jeune âge, que c'est une question de stimulation de la part de l'environnement, que ce soit la famille ou l'école. Et donc nous avons une très forte responsabilité, dès l'école maternelle, à créer cette capacité d'empathie. On le voit bien, tout est relié. Il n'y a pas d'un côté les sujets pédagogiques, puis les sujets éducatifs, puis les sujets institutionnels et administratifs et juridiques, dans une sorte d'échelle qui irait vers de plus en plus d'austérité. Mais au contraire, les choses sont entremêlées. Notre manière d'être organisé, notre manière de concevoir le droit, notre manière de concevoir la médiation est articulée avec notre vision de la pédagogie et de l'éducation. Et c'est pourquoi le médiateur n'est pas une instance marginale venue tard dans l'histoire de l'éducation nationale, mais quelque chose qui, au contraire, vient se nicher au cœur de notre système pour en dire une certaine vérité. Et cette vision anthropologique de l'éducation nationale, elle est au cœur de cet engagement qui est le vôtre et que j'ai salué en commençant, puisque si vous êtes engagé dans l'éducation nationale, c'est que vous pensez, vous croyez à la perfectibilité de chaque être humain par l'éducation en particulier. Et donc il y a un lien très étroit entre médiateur et éducateur, entre médiation et éducation. Encore une fois, ce lien très étroit fait que ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, ce n'est pas quelque chose qui vient en aval, c'est quelque chose qui fait partie de la philosophie même de l'éducation. Et de ce point de vue-là, le médiateur ou la médiatrice pourrait être défini comme un diffuseur de confiance. Je le disais, je considère que nos sociétés ne sont pas assez caractérisées par la confiance, que l'élément contentieux est un des révélateurs de cela. Et si nous avons choisi tous ensemble d'utiliser le terme d'école de la confiance pour caractériser tout ce que nous avons envie de faire pour faire progresser l'école en France, c'est bien parce que nous croyons que ce concept de confiance est clé pour une société qui fonctionne bien, une société qui croit en son école et qui a donc confiance en son école, mais aussi une école qui a confiance en elle-même et puis qui diffuse de la confiance en soi chez chacun des élèves. C'est évidemment un but en soi, et ce but, nous ne le réussissons pas assez, nous le savons bien, nous ne le réussirons jamais à la perfection, évidemment, mais nous devons tendre vers cette perfection, et la médiation nous y aide grandement, et je dirais que l'esprit de la médiation nous y aide. Nous avons évidemment à faire respecter la loi dans nos établissements, au sens bien profond et large du terme, mais faire respecter la loi signifie non seulement faire respecter la lettre de la loi, mais encore plus son esprit. Et là, je ne reviendrai pas sur des enjeux qui sont presque des enjeux de philosophie du droit, mais qui en réalité sont des enjeux très concrets. Nous devons faire sentir aux enfants que l'esprit de la loi passe dans chaque acte de l'éducation. Et si nous faisons passer l'esprit de la loi, alors la lettre de la loi n'est peut-être pas nécessaire à expliciter, parce que l'esprit suffit. C'est ce que chaque professeur connaît parfaitement lorsqu'il fait vivre une autorité sans en avoir besoin de la faire respecter. Ensuite, si cette autorité n'a pas été suffisante, alors il faut la faire respecter par des règles précises. Mais c'est l'esprit qui doit précéder la lettre. Et c'est très important parce que notre système administratif lui-même, évidemment, obéit à des règles et fait respecter des règles. Et il doit le faire. Mais en même temps, on ne doit jamais arriver à ce que une manière aveugle de faire respecter la loi conduise à une forme d'injustice. Et ce point est très important. Il y a le fameux adage romain qui dit que la loi summum ius summus... summus... là, j'ai honte. Vous voyez ce que c'est de ne pas lire un discours. Summus ius, summa injuria, bien sûr. Et donc, c'était un peu pour vous tester votre niveau de latin en ce début d'année scolaire. Summum ius, summa injuria, c'est autrement dit, un droit aveugle excessif peut mener à une injustice elle-même excessive. Et c'est, je crois, au cœur de l'approche de
de la médiation. Et donc, assurer la confiance, c'est aussi assurer cet esprit de la loi qui va avec la lettre de la loi. Non pas pour s'opposer à la lettre de la loi, j'insiste sur ce point, mais pour au contraire l'accompagner. Et donc nous sommes évidemment au cœur de la démarche du médiateur lorsque l'on affirme cela. Et de ce point de vue-là, le médiateur est aussi dans une démarche qui consiste à faire valoir le droit par une démarche personnalisée. Le droit, il ne doit jamais y avoir de passe-droit. On ne doit jamais favoriser celui qui se plaint par rapport à celui qui ne se plaint pas et qui se trouverait exactement dans la même situation. Mais nous devons appliquer les objectifs du droit par l'équité et pas seulement par les formes du droit. Et donc, au-delà du traitement du litige, il y a évidemment une incidence qui est importante pour tous les cas qui peuvent se comparer. Et puis, il faut rechercher l'incidence sociale des mesures qui sont prises, ce qui conduit toujours à une interrogation sur les fonctionnements des services. De ce point de vue-là, le recteur est un appui essentiel dans l'action du médiateur, mais le médiateur est aussi un inspirateur important dans l'action du recteur. Et c'est vrai qu'en tant qu'ancien recteur, j'ai vécu cela, et c'est pour cela que j'attache tant d'importance au médiateur. Dans ma vie quotidienne de recteur, j'ai pu constater à quel point le médiateur était utile pour résoudre des conflits de toute nature, y compris des conflits collectifs, mais aussi à quel point le médiateur pouvait être cette instance de sagesse qui avait évidemment dans la vie quotidienne plus de recul que le recteur ou la rectrice qui est pris en permanence dans une série d'urgences, et que ce dialogue entre le recteur et le médiateur peut être extrêmement utile pour mettre en perspective les grands sujets concrets du quotidien de l'éducation nationale. Ce que je viens de dire pour le recteur est évidemment vrai pour le ministre. C'est pour ça que j'ai plaisir à dialoguer régulièrement avec Catherine Bizot, parce que, bien entendu, le rapport de la médiatrice, ou ce que la médiatrice constate, grâce à vous tous et à vous toutes, est évidemment très précieux pour le ministre. La médiation est donc au cœur de l'objectif d'une école de la confiance. Comme le montre la loi ESSOC du 10 août 2018, qui s'intitule « Pour un État au service d'une société de confiance », et qui consacre notamment dans son article 2 le droit à l'erreur et un droit au contrôle et à l'opposabilité des conclusions des contrôles administratifs, nous voulons des dispositions qui créent les conditions d'une confiance retrouvée du public dans son administration et qui favorisent une administration humaine, une administration qui accompagne et qui dialogue avec les usagers. On ne peut donc que rendre hommage au travail accompli au cours des 20 dernières années et au travail accompli au cours des derniers temps. Nous le savons, le travail des médiateurs ne s'est pas tari. Et d'une certaine façon, la médiatrice le disait, l'indice d'un travail excellent sera le jour où nous pourrons célébrer la fin de la fonction de médiateur. Mais ce jour n'est pas venu. Il supposera le travail excellent de toute l'institution. Et en attendant cette utopie, nous avons évidemment à constater que les nombres de réclamations, au contraire, augmentent. Il a doublé en 10 ans. Bien entendu, il n'est pas facile de faire la part entre le développement des problèmes et le développement de la perception des problèmes, mais les rapports sont de plus en plus denses en observation, en analyse, en proposition, mais aussi de mieux en mieux connus du grand public. 13 000 dossiers ont été déposés en 2017 et plus de 6 000 avis rendus. Et c'est donc un travail considérable que vous avez accompli, et de nouveau, je tiens à dire que vous devez en être remerciés. Les médiateurs ont aussi un rôle de pédagogue parce qu'ils contribuent à expliquer les décisions administratives. Souvent, le médiateur ou la médiatrice est amené à confirmer des décisions qui ont été prises par l'administration, mais à mieux les expliquer, à mieux les accompagner. Et donc, cela suppose une écoute bienveillante et un dialogue, et donc du temps, ce temps si précieux que vous donnez sans compter à l'institution. Le lien de proximité est fondamental pour une institution qui gère autant de situations humaines et qui emploie autant d'agents. Je rappelle que nous sommes plus d'1 million à l'éducation nationale et près de 14 millions d'élèves et d'étudiants. Les recommandations du rapport du médiateur sont donc précieuses pour aider le système à progresser, mais aussi pour jouer un rôle d'alerte qui nous permet de renforcer la prévention des violences et la prévention du harcèlement. Nous devons donc, au cours des temps futurs, renforcer la médiation, ce qui peut être fait à la lumière de l'expérience vécue, ce qui passe donc par une meilleure association des parents à l'école. Vous savez que c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. Je considère que le lien parent-école est un des facteurs essentiels de réussite de notre système éducatif et que nous devons le renforcer en France. Et les médiateurs peuvent jouer un rôle très important en la matière. Nous devons aussi passer par une gestion des ressources humaines de proximité, soucieuse d'accompagner les parcours, que ce soit les parcours des étudiants ou ceux des personnels, dans leur singularité ou dans leur diversité.
Je tiens à insister sur ce point parce qu'il fait partie des éléments clés de ce que nous appelons l'école de la confiance. Et vous le savez, cela commence par des expérimentations dès cette année, sous la houlette du directeur général des ressources humaines du ministère. Cette gestion des ressources humaines de proximité signifie l'existence de personnel dédié au plus près du terrain, donc non pas dans les rectorats, mais proche des établissements, voire dans les établissements, en appui aux chefs d'établissement, non pas pour résoudre des conflits ou des problèmes, mais pour les prévenir, puisqu'il s'agit d'avoir une vraie gestion des ressources humaines, ce qui, évidemment, fait encore trop défaut à l'éducation nationale et qui, demain, pourrait se développer en appui aux chefs d'établissement. C'est aussi une évolution, évidemment, pour laquelle l'expérience des médiateurs peut être extrêmement précieuse. Il y a aussi les campagnes de prévention. Je pense aux campagnes de prévention contre le harcèlement en particulier. Le 8 novembre prochain, ce sera la journée de la lutte contre le harcèlement. Mais c'est toute l'année que nous devons lutter contre le harcèlement. Et je crois que vous jouez déjà un rôle très important, mais vous pouvez jouer un rôle encore plus important dans les temps à venir. Je vous demande même d'ailleurs de vous saisir très fortement de ce sujet, non seulement au travers des plaintes que vous recevez, mais au travers de votre analyse et de votre capacité d'influence sur le système. Parce que le harcèlement est un fléau des systèmes scolaires. Ce n'est pas un problème spécifiquement français, mais c'est un problème considérable en France comme ailleurs. C'est un problème que nous devons prendre terriblement au sérieux. Nous savons qu'il touche plus de 10% de nos élèves. Cela dépend d'ailleurs comment on l'évalue, mais ce chiffre pourrait même être plus important si on a une vision large de ce qu'il signifie. Et la question du harcèlement nous renvoie à la question de la qualité de notre système scolaire, à la question du climat scolaire, et renvoie à tout ce que j'ai dit précédemment sur la dimension anthropologique de l'éducation. Et donc, réussir à ce que nous créions des établissements où le climat de confiance est complet, où le harcèlement n'existe plus ou presque pas, est évidemment un objectif que nous pouvons nous fixer à nous-mêmes et pour lesquels les médiateurs et médiatrices peuvent être en première ligne, dans la dimension curative, si je puis dire, et qui est celle qui est un rôle que vous jouez déjà, mais aussi dans une dimension préventive pour laquelle votre rôle pourrait être plus important dans le futur. La médiation a donc vocation à se développer grâce à tous ces éléments, à toutes ces lignes de force, mais aussi avec un nouveau cadre juridique, c'est la loi de justice du XXIe siècle qui le permettra. C'est aussi les expérimentations que nous menons, l'expérimentation dans 3 académies, avec l'extension du périmètre d'intervention de la médiation et de sa légitimité. Le travail de collaboration se poursuivra aussi entre le ministère, la médiation et les académies pour inventer ensemble des solutions adaptées et innovantes à des situations de plus en plus diverses et complexes, élèves et personnels en situation de handicap, familles en difficulté, inégalités sociales. Mais aussi en infusant une culture de la médiation dans tout le système. C'est évidemment la médiation par les pairs sur laquelle j'ai insisté tout à l'heure, mais aussi la formation des personnels, puisque nous allons avoir une réforme importante de la formation des personnels au début de l'année 2019, au travers d'une nouvelle loi. Vous, les médiateurs et les médiatrices, pouvez jouer un rôle accru dans les SP, dans les institutions de formation initiale et continue de nos enseignants, de nos CPE, de l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, de façon à ce qu'ils aient une vision concrète des enjeux, mais aussi des solutions. Pour conclure, je dirais que vous êtes non seulement un acteur majeur de l'école, mais vous êtes aussi un acteur de la justice sociale, de l'inclusion de tous les élèves. Être acteur, c'est aussi être aiguillon. Vous aiguillonnez l'institution, non pas pour la gêner, mais au contraire pour l'aider. Et c'est évidemment une dimension essentielle. Je veux donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, vous assurer de mon complet soutien, de mon complet intérêt, du temps que je suis prêt à passer sur ces questions, que les recteurs et les rectrices passent sur ces questions, de façon à ce que votre rôle soit plein entier pour l'amélioration de notre système et pour aller toujours plus vers l'école de la confiance. Merci beaucoup.